Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 33. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Cette semaine, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de travail en France, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode. J'espère que vous êtes en forme. Je suis en pleine démarche administrative au Mexique à propos de mon mariage. En fait, je veux le faire transcrire en mariage français et je dois faire apostiller des documents pour le consulat français. Je connaissais pas le terme apostiller avant de vouloir me marier, mais ça veut dire en gros faire valider un document d'un pays pour qu'un autre pays s'en serve. Je l'ai fait avec mon acte de naissance français, je l'ai fait apostiller par la France pour qu'il soit valable au Mexique, et ensuite j'ai fait traduire au Mexique, en espagnol. Et aujourd'hui j'ai besoin de faire le contraire avec mon acte de mariage mexicain, le faire apostiller pour le transmettre à l'État français. Bref, si vous vous mariez avec un Français en tant qu'étranger, ou avec une Française, vous serez confronté à ce genre de démarche. En fait, je me rends compte que la paperasse est compliquée au Mexique. La paperasse, ça veut dire familièrement les démarches administratives. Je vois qu'on peut rien envoyer par internet, qu'on doit aller au registre civil de la capitale de l'État pour faire nos démarches. Et je vois bien les longues files d'attente à l'entrée des bâtiments administratifs. Et je demandais à ma femme mexicaine comment les gens font s'ils travaillent. Elle m'a expliqué qu'ils devaient prendre un jour de repos pour aller faire ce genre de paperasse, ce genre de démarche. Et un jour de repos qui n'était pas payé par l'entreprise, à condition qu'il soit accepté en plus, bien entendu. Je me dis que certains pays ont de la chance d'avoir assez de congés payés, des lois qui protègent les travailleurs, etc. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui, je voulais vous expliquer le système de travail en France qui est assez compliqué, donc on va le résumer simplement. Combien d'heures on travaille en France, combien on a de congés payés et quelle sorte ? Quels sont les contrats possibles, comment trouver du travail, tout ça, et je vous parlerai de mon expérience personnelle aussi. Alors c'est parti. On va commencer par le temps de travail en France. Il est passé de 40 heures par semaine en 1936, 39 heures en 1982, et depuis l'an 2000, le temps de travail est passé à 35 heures par semaine. Alors c'est pas un temps maximal de travail hebdomadaire parce que vous pouvez travailler moins ou plus que cette durée, mais ça veut dire que au-delà des 35 heures, les heures travaillées sont considérées comme des heures supplémentaires, des heures sup comme on dit, comme disent les Français. Ce qui veut dire que ces heures sup sont majorées, ça veut dire qu'elles sont mieux payées. Donc si votre patron vous fait travailler 40 heures par semaine, vous aurez 5 heures qui seront des heures sup. Donc 35 heures par semaine, c'est pour un travail à temps plein, mais vous pouvez aussi trouver un travail à temps partiel et travailler par exemple 20 heures par semaine, je dis ce chiffre au hasard. Il y a une exception si vous travaillez dans l'hôtellerie ou dans la restauration, parce que la convention collective dit que la durée de travail est de 39 heures par semaine dans ces domaines. Ensuite, on attaque le sujet des congés payés, c'est-à-dire les congés pendant lesquels vous ne travaillez pas et vous êtes quand même payé. En France, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an. Vous allez cumuler ces jours entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. C'est-à-dire que théoriquement, vous ne pouvez pas prendre de congé avant le 1er juin de l'année suivante. Un exemple concret, si vous commencez à travailler dans l'entreprise le 25 août 2021, vous allez cumuler les jours de congé que vous allez pouvoir utiliser seulement à partir du 1er juin 2022. Vous allez gagner 2,5 jours de congé par mois travaillé, donc 5 semaines en ayant travaillé les 12 mois de l'année. Ensuite, il y a les RTT. Alors tous les Français connaissent cet acronyme qui signifie réduction du temps de travail. Pour ceux qui travaillent plus de 35 heures par semaine, vous aurez le droit à des journées ou à des demi-journées de repos. Si vous faites 39 heures par semaine, donc 4 heures de plus que les 35,
vous gagnerez 4 heures de RTT. Donc au bout de 7 heures, ça vous donne une journée de repos payée. Et en plus, comme on a vu, les 4 heures seront des heures sup, donc majorées. Et toujours à propos de ces heures sup, votre entreprise ou votre patron doit vous les payer plus cher, ou alors il peut choisir de vous attribuer des jours de repos compensateurs. Là aussi, ça va dépendre de l'entreprise et parfois c'est le salarié qui décide. Mais soit vos heures sup sont payées plus cher, soit vous avez le droit à des repos compensateurs. En résumé, si vous travaillez plus de 35 heures par semaine, donc si vous faites des heures supplémentaires, la loi française vous donne des RTT et en plus, selon l'entreprise, ces heures supplémentaires seront payées plus cher ou alors vous allez récupérer des jours de repos compensateurs. Je me rappelle quand j'étais salarié en France, j'avais le choix entre être payé de mes heures sup ou alors gagner du repos. Je trouve que c'est assez confortable. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'argent, ils peuvent avoir du repos supplémentaire. Et maintenant, on va voir les autres types de congés. Bon, comme dans beaucoup de pays, il y a le congé maternité dont la femme bénéficie quand elle est enceinte. Elle a le droit à 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. Donc 16 semaines en tout, et un peu plus si ce sont des jumeaux par exemple. Le papa a aussi le droit à un congé paternité de 11 jours en tout. Il y a aussi les congés maladie, on en a parlé dans l'épisode 31 sur le système de santé français, donc vous pouvez l'écouter pour avoir les détails. Il y a en France un congé individuel de formation, c'est-à-dire que l'employé a le droit à des jours de congé payés s'il participe à une formation en dehors de son travail, pendant quelques semaines par exemple, pour se reconvertir, donc pour changer de domaine. On a aussi des jours de congé si on se marie, des jours de congé si on se paxe, ou en cas de décès d'un proche par exemple. Et enfin, selon les accords des différentes entreprises, il peut y avoir des congés pour enfants malades, ou encore des congés de déménagement. Alors maintenant, comment chercher et trouver du travail en France ? Alors théoriquement, le site de Pôle emploi vous donne toutes les annonces, les offres d'emploi disponibles. Mais vous les avez aussi sur d'autres sites comme LinkedIn bien sûr, Monster, etc. En France, c'est un peu le même principe que dans d'autres pays. On envoie généralement un curriculum vitae, mais tout le monde dit un CV et une lettre de motivation pour expliquer pourquoi on veut travailler dans telle ou telle entreprise. On peut aussi chercher du travail auprès d'agences d'intérim. C'est du travail temporaire, c'est-à-dire que vous êtes embauché, recruté pour des missions d'une journée ou de quelques jours par exemple. J'en ai fait quand j'étais très jeune, j'ai fait du tri de déchets dans une usine de recyclage. À cette époque, j'ai aussi fait du travail saisonnier, en été. J'ai travaillé dans une cafétéria et pour trouver le travail, je suis allé directement parler aux responsables sur place. Donc en France, généralement, il y a des contrats à durée indéterminée, on les appelle les CDI, et également des contrats à durée déterminée, qu'on appelle les CDD. Les gens veulent généralement un CDI parce que comme ça, on peut louer un appartement plus facilement ou faire un crédit voiture ou un crédit immobilier. Moi, j'ai eu les deux, j'ai eu des CDD quand je faisais du travail saisonnier, et ensuite j'ai eu un CDI quand j'ai travaillé dans la même entreprise pendant 9 ans. Et souvent, avant d'avoir un CDI, l'entreprise peut vous proposer d'abord un CDD, ou alors si elle vous offre un CDI en premier, il y a une période d'essai de 2 à 4 mois pendant laquelle le salarié ou l'employeur peuvent décider d'arrêter le contrat facilement. On dit dans ce cas rompre un contrat, rompre est le synonyme de casser. Alors, pour que vous puissiez travailler en France en tant qu'étranger, vous avez besoin d'un permis de travail, donc une autorisation de l'État pour travailler en France. Si vous n'en avez pas, vous serez un travailleur illégal, sauf si vous êtes européen, vous n'aurez alors pas besoin de permis de travail. Selon votre type de visa, comme le visa vacances-travail, vous aurez directement le permis de travail, donc je vous mettrai le lien du site du gouvernement pour voir si vous en aurez besoin selon votre visa ou votre carte de séjour. Mais si vous devez avoir le permis de travail, c'est votre futur employeur qui fera la démarche administrative et pas vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler maintenant de quelques particularités à savoir dans le monde du travail français. Il y a des lois pour le travail de nuit, généralement de 21h à 7h du matin. Le travail de nuit vous donne droit à des repos compensateurs et très souvent ce sont des heures majorées comme pour les heures sup. On peut aussi évoquer la durée de repos. Un salarié doit se reposer au minimum 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Au sujet du repos hebdomadaire, on n'a pas le droit de travailler plus de 6 jours par semaine et vous devez avoir au minimum 35 heures de repos d'affilée.
Et si vous êtes déjà allé en France, vous avez sûrement remarqué que généralement, on travaille pas trop le dimanche. Bon, à Paris, ça devient de plus en plus courant que les boutiques, les supermarchés soient ouverts le dimanche, mais en dehors de Paris, en province, c'est moins fréquent. Et d'ailleurs, ça me surprend à chaque fois que je rentre en France de voir les magasins fermés le dimanche. Bon, évidemment, ça dépend des secteurs. Bien sûr que les hôtels, les bars, les restaurants, les cinémas, etc. sont ouverts le dimanche, même dans les petites villes. Alors, pour toutes ces lois, si elles ne sont pas respectées, il existe en France des sortes de policiers du travail qui s'occupent de défendre le salarié ou l'employeur. Il s'appelle soit le conseil des prud'hommes, soit l'inspection du travail. Donc si votre employeur ne respecte pas une loi à propos de votre contrat de travail, si par exemple vous êtes licencié pour une raison qui n'est pas valable, s'il abuse du temps de travail, s'il ne vous paye pas vos heures supplémentaires, vous pouvez vous faire aider et être défendu par ces deux organismes. Et vous allez faire appel soit à l'un soit à l'autre selon les cas. En général, les employeurs respectent bien les salariés parce qu'ils savent qu'ils ont des sanctions s'ils font n'importe quoi et ils savent que c'est très contrôlé. Donc je vais vous laisser les liens que j'ai utilisés pour faire ce podcast dans la description YouTube et dans la transcription sur mon site podcast.lefranchouté.com. Et surtout les liens vers le site du service public parce que c'est là où vous allez trouver les fiches d'information officielles et mises à jour de l'État qui vous donneront exactement les bons renseignements, les lois en cours et les bonnes procédures à suivre. Vous allez même pouvoir créer une alerte sur le site et vous allez recevoir un email quand la fiche sera mise à jour par exemple. Puis un lien vers une chaîne YouTube aussi qui explique le travail en France pour les étrangers. Comme ça, vous aurez accès à la bonne information facilement et rapidement. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!